ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Anne-Laure Bosselli. Anne-Laure, bonjour. Bonjour. Alors Anne-Laure, on va parler aujourd'hui de communication non violente. C'est le thème de notre émission, la communication non violente, la bienveillance, les bonnes intentions du cœur et de l'esprit. Tu es spécialiste dans ce qu'on appelle la CNV. On va rentrer dans le détail tout de suite. Et tu es également autrice de plusieurs livres, donc les 50 règles d'or de la communication non violente, que je montre ici à la caméra. Également les 50 règles d'or de la bienveillance. Et puis d'autres livres également. Mais je vais te laisser le plaisir de te présenter à nos auditeurs là tout de suite. Et puis on va tout de suite commencer l'émission. Ok, merci Shlomi. Donc Anne-Laure Bosselli, je suis coach, thérapeute également. Et puis, comme tu viens de le dire, autrice de ces deux livres-là sur la communication non violente et sur la bienveillance. J'ai un autre livre qui va sortir en septembre, un livre de coaching personnel en fait pour que tout un chacun puisse prendre sa vie en main. Et puis auparavant, j'avais déjà publié un roman pour adolescents. C'est arrivé à Lucille et avec une amie également un carnet de voyage en Guyane où elle a fait les dessins et puis moi les textes de notre épopée. Donc voilà, parmi mes activités, j'adore l'écriture, j'adore poser sur les mots de ce que j'ai dans la tête. Et maintenant que je suis coach et thérapeute, eh bien, j'aime bien également mettre en mots et puis diffuser tous ces outils, toutes ces approches qui permettent à chacun d'ouvrir son cœur et de se développer. Tout à fait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur la communication non violente, qu'on peut appeler aussi la communication bienveillante, la communication positive. Il y a des tas de termes qui sont utilisés aujourd'hui dans tout ce processus. Comment est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce que c'est venu? Qui est à l'origine de ça? Alors, la communication non violente, c'est Marshall Rosenberg qui a modélisé ce processus. Donc, Marshall Rosenberg était un psychologue américain. Il a notamment accompagné... Enfin, il s'est posé la question de qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut avoir un cœur grand ouvert et être généreux et bienveillant et faire du bien aux autres. Et qu'est-ce qui fait que un cœur peut se fermer et d'autres peuvent avoir vraiment pas d'autre moyen que d'être méchant, c'est-à-dire dommageable aux autres. Et en observant tout ça, voilà, il s'est rendu compte de certaines choses, du lien de la communication avec les émotions, du lien des émotions avec les besoins. Et il a modélisé ce processus qu'est la CNV, la communication non violente. Ensuite, tu parlais de communication bienveillante, de communication positive. Ce sont un petit peu tous ces développements ou ces chemins parallèles qui ont tout à cœur de faire en sorte que les personnes puissent communiquer, être en lien, en relation les unes avec les autres, sans violence, sans dommage et plutôt avec amour en fait. C'est ça, parce qu'en fait, lorsque l'on regarde un peu tous ces écrits, et je vais donc citer le livre Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg, qui est un super livre à lire et que je recommande à tout le monde pour pouvoir justement bien communiquer. Mais lorsque l'on se rend compte de tout ce qui existe sur ça, ça veut dire en fait que naturellement, l'être humain, naturellement, n'est pas enclin à communiquer de manière non violente. Donc, au contraire, il est enclin à communiquer de manière agressive, naturellement. Si on doit passer par un processus presque thérapeutique de changer toute sa façon de communiquer, c'est que naturellement, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je ne dirais pas ça, tu vois, Shlomi. Je dirais que naturellement, l'être humain est un être d'amour et d'ouverture. Le bébé est comme ça. Et en fait, c'est culturellement nous avons été conditionnés, nous avons vécu des choses qui nous ont refermés. Et que donc, du coup, à présent, le chemin est de enlever ses croyances, guérir ses blessures, qui fait qu'on peut se réouvrir et retrouver cet état que moi, profondément, je croyais naturel, qui est celui de l'amour. Et tu vois, le titre du livre de Marshall Rosenberg, c'est « Les mots sont des fenêtres »
ou bien ce sont des murs. C'est-à-dire que ça veut dire que ce qui est important, c'est pas ce que je dis, c'est comment je le dis. Et je peux dire à quelqu'un que quelque chose qu'il a dit ou fait ne me va pas, mais je suis pas obligée de lui dire avec une mitraillette dans la bouche ou dans les yeux. C'est ça. Voilà. Donc, c'est vrai ce que tu dis, quand on vient au monde, un bébé, il est tout amour et tout positif, normalement, s'il vient dans une famille équilibrée et qui va lui permettre de vivre et de grandir comme cela. Et c'est vrai qu'après, on est dans l'agression parce qu'on est agressé nous-mêmes dans cette société, et c'est pas évident. Et c'est pas évident. Déjà, on peut vivre des choses qui sont difficiles, et puis aussi on est conditionné, c'est-à-dire c'est notre éducation, dans celle qu'on reçoit de notre famille, de l'école, de la société, qui fait que on va petit à petit essayer de se conformer à ce qu'on attend de nous et éteindre ou cacher cet élan d'ouverture. Et puis, si on vit des choses très difficiles dans une famille avec des relations toxiques, eh bien, on va complètement oublier cela et être plutôt dans l'agressivité. Et avoir ensuite des réactions, en fait, dans ce qu'on vit, des réactions qui vont être dommageables. C'est ça. Mais je reviens un peu quand même sur ce que j'ai dit, parce que quand on voit les enfants à l'école, les enfants peuvent être très violents entre eux et méchants entre eux. Et c'est pas évident que c'est parce que c'est ce qu'ils voient chez eux à la maison. Donc il y a quelque part dans le caractère humain peut-être quelque chose qui est enclin à dire les choses pour s'imposer de manière forte, pour dire c'est la loi du plus fort, je suis plus fort, donc je vais t'imposer ma parole et donc ma volonté, parce que toi, tu es plus faible. Et c'est là que vient tout l'intérêt de cette communication-là, pour pouvoir contrer ce genre de comportement. Oui, la communication non violente, bienveillante et tout ça, on peut l'utiliser. C'est bien de l'utiliser et de la transmettre aux enfants et de la transmettre à tout un chacun dans les entreprises ou dans la vie de tous les jours. Mais ce dont tu parles me semble référer à des réflexes en fait qu'on peut avoir, qui sont des réflexes de survie, qui font que si on se croit agressé, si on se croit en danger, on va peut-être avoir ces réactions qui sont de l'agressivité. D'autres vont avoir la réaction de la fuite et d'autres vont avoir la réaction d'être tétanisés. Et d'autres vont chercher à être en lien, en fait. Et tu vois, les études qui ont été faites et qui montrent que nos réactions premières instinctives sont celles de l'agressivité ou de la tétanie ou de la fuite, eh bien, elles ne sont pas complètes. Des études plus récentes montrent qu'en fait, il y a aussi comme réaction instinctive de chercher à rester en lien et de chercher à prendre soin de l'autre. Et ça, c'est comme ça qu'on explique, par exemple, le syndrome de Stockholm qu'il y a dans les... quand il y a une prise d'otage, etc. C'est aussi un instinct de survie de vouloir prendre soin. Mais ce dont tu parles dans les cours de récréation, c'est pour moi un mix, soit des modèles qu'on a vus à la maison, on peut avoir 3 mois et que les parents sont violents ou avec le bébé ou entre eux, et pour que ça, petit à petit, ça inscrit que c'est comme ça qu'on est dans la vie, on l'apprend. Et puis il y a aussi cette question des instincts. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est la communication non violente maintenant ? On a vu le pourquoi et la nécessité. Mais c'est quoi ? Comment ça fonctionne, cette fameuse CNV, qui est d'ailleurs devenue une marque déposée carrément Oui, c'est une marque déposée. Et puis, voilà, il y a tout un collège de personnes qui s'occupent de préserver l'essence même de l'enseignement de Marshall Rosenberg. Moi, je dirais que la CNV, c'est à la fois un art de vivre, on vient un petit peu d'en parler, et puis un processus. Et le processus, il est en 4 étapes. Est-ce que tu veux que je le Oui, bien sûr, développe ? on va développer ce processus justement pour un peu mettre au courant les auditeurs comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut communiquer de manière non violente. Donc, c'est un processus. C'est déjà se dire que la première question, c'est quelle est mon intention ? Et se rappeler de l'intention que l'on veut, d'être en lien avec la personne et de ne pas rompre le lien. Parce que si l'intention, c'est de rompre le lien, après, il faut faire attention de comment le faire. Mais voilà. Si déjà, je me mets avec mon intention d'être en lien et de dire ce que j'ai à dire tout en préservant la relation. Déjà, première chose.
Et ça, c'est pas forcément évident, parce que des fois, on n'a pas les moyens émotionnels, on n'a pas, voilà, on peut être complètement pris dans ce qui s'est passé, qui fait que déjà, c'est un travail de retrouver cette intention-là. Et ensuite, le processus, tel qu'il a été modélisé, ça s'appelle OSBD. O pour observation. Observation des faits. En fait, il faut déjà revenir aux faits, parce que ce qui fait qu'on va partir en sucette, on va dire, c'est qu'on va interpréter, on va juger. Et tout ça, les interprétations et les jugements, c'est des choses qui ne sont pas objectives. C'est des choses où on peut discuter. Moi, je vois ceci, je comprends cela, toi, tu comprends autre chose d'une même situation. Pour se mettre d'accord, il faut être sur les faits factuels. Parce que les faits, voilà, ne sont pas négociables. Il s'est passé ceci ou il ne s'est pas passé cela. Mais voilà. Donc, premièrement, c'est l'observation. Donc, O pour les faits. Ensuite, c'est l'expression. Donc, pardon, dans une interaction avec une personne, on va déjà se mettre d'accord sur les faits, ce qui s'est passé. Ensuite, on va pouvoir partager, donc exprimer, si c'est moi qui fais le processus, je vais exprimer mes sentiments. Donc, c'est ce que j'ai ressenti, ce que cela me fait en termes d'émotion, comment je me sens. Et là, alors, bon, il existe plein d'écoles sur c'est quoi les émotions. Enfin, donc, les émotions, émotion, c'est de l'énergie en mouvement. C'est ça. Et les émotions, c'est quelque chose que je ressens physiquement, qui va circuler dans mon corps pendant maximum 2 minutes et qui va me dire qu'il y a quelque chose qui a bougé dans mon équilibre. Et donc, on peut ranger les émotions dans plein de catégories. Moi, en coaching, mais même pour moi, j'ai décidé que j'utilisais l'école qui dit qu'il y a 4 grandes émotions. C'est ça. La colère, la peur, la tristesse et la joie. Et ensuite, il y a des nuances, parce que pour la colère, je peux être agacée, irritée, à être en rage et en furie. Voilà, il y a tout un nuancier comme ça d'émotions. Idem pour les autres. Et donc, je vais exprimer à l'autre ce que ça me fait moi. Et là, c'est pareil. Il y a toute une éthique pour exprimer sans culpabiliser l'autre, pour exprimer vraiment depuis mon corps, ma fenêtre, qui je suis, ce que je ressens, et pas tu vois, si je peux te dire je me sens trahi, ça voudrait dire je sens que tu m'as trahi et je suis déjà dans la condamnation, alors que je me sens en colère, je me sens triste, c'est peut-être plutôt ça que je ressens vraiment. Ça, c'est une émotion qui m'appartient. Parce qu'une émotion, c'est comme un fait, en fait. L'émotion, elle est indiscutable. Un même événement peut peut-être, moi, me faire rire et toi te mettre en colère. C'est le même événement. Et donc, mais moi, je peux juste rire ou bien avoir peur et toi, tu peux juste être en colère. Et je ne peux pas discuter, dire tu ne devrais pas être en colère. Tu es en colère, tu es en colère. Je suis triste. Ou je rigole. C'est indiscutable. Par contre, c'est subjectif. Ça appartient à chacun. Alors que les faits, ce qu'on voyait tout à l'heure, ça appartient c'est indiscutable. C'est indiscutable, voilà. Donc, c'est objectif, un fait, c'est objectif. C'est naturellement comme ça. Voilà, un fait, c'est objectif et indiscutable. Une émotion, c'est subjectif et indiscutable. Et en fait, il faut déjà se dire, c'est quoi une émotion ? Et une émotion, c'est un message, en fait, que votre corps, votre être profond, votre intériorité vous envoie pour vous dire qu'il y a quelque chose qui est déstabilisé. Il y a plus d'équilibre en vous. Et ça nous amène à la troisième étape du processus, c'est le besoin, l'expression du besoin. Parce que l'émotion est venue me dire qu'un de mes besoins n'a pas été nourri ou est déséquilibré ou est en souffrance. Or, la joie, c'est mon corps qui me dit « Youhou !» ton besoin d'équilibre ou de liberté ou d'amour est nourri, youhou. Bon, ça, c'est bien comme message. Mais les autres messages qui sont de ces registres de la peur, de la colère, de la tristesse, c'est dire, voilà, il y a un besoin là qui n'est pas nourri. Et c'est là où je prends du coup la responsabilité de où j'en suis et que cette situation me fait vivre ça à moi. Et je vais arrêter d'accuser l'autre, c'est de ta faute si je suis dans cet état-là. Non. C'est pas ça, c'est quand il se passe ça, donc peut-être quand tu fais ça, eh bien moi je ressens ça parce que ça vient déséquilibrer ou me montrer que tel besoin n'est pas nourri.
Et donc, le travail à faire, qui est un travail courageux. Et de réflexion interne aussi, parce que c'est très important ça. Exactement, de réflexion interne, donc d'introspection. C'est pour ça que c'est courageux, parce qu'il faut aller regarder à l'intérieur de soi et se dire qu'est-ce qui va pas chez moi là? Qu'est-ce qui n'est pas nourri? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est un besoin de liberté? C'est un besoin de justice? Voilà. Ensuite, il y a plein de catégories de besoins. On pourra en parler peut-être tout à l'heure. Oui, peut-être dans la suite de l'émission, oui. Et qui fait que je vais donc exprimer que ce besoin-là, enfin déjà, je vais reconnaître pour moi-même et peut-être exprimer que ce besoin-là n'est pas nourri. C'est ça. Et donc ça, c'est B, O-S-B, D. Le D, c'est la demande. Et du coup, je vais faire une demande à la personne pour pouvoir équilibrer ce besoin-là ou pacifier cette situation-là. Parce que, voilà. Et donc, je vais faire une demande à la personne. Et cette demande ne doit pas être une exigence. Donc, c'est aussi un travail de pouvoir demander à la personne quelque chose qui soit concret, qui soit faisable, qui soit pas une exigence. C'est-à-dire, je laisse la liberté à l'autre de me dire non, c'est pas possible pour moi. Mais moi, au moins, j'aurais demandé ce dont j'ai besoin. C'est ça. Donc, c'est pas une manière d'exprimer son besoin et d'essayer absolument de convaincre l'autre que c'est ça qu'il faut que tu aies, quoi. La réponse peut être non. La réponse peut être non. L'autre est libre aussi. Communication non violente. Ouais. Exactement. Ouais. Et maintenant, pratiquement, parce qu'on peut développer ça pendant des heures et des heures, on fait des ateliers qui durent toute une journée ou plus, rien que sur ça. Mais pratiquement, comment est-ce que ça se passe? Prenons un exemple dans une famille, par exemple, avec un couple, des enfants, et un des enfants ne le fait pas, c'est un ado, il ne fait pas ce que le parent voudrait qu'il fasse, et il ne se comporte pas bien, et il passe des heures sur son téléphone, etc. etc. On connaît tout ce genre de problème. Oui. Dans une famille, par exemple, où il y a ce type de dispute, et en fait, ce qu'il faut éviter, c'est cette escalade, en fait, où, voilà, dans l'exemple que tu donnes, l'ado qui est enfermé avec son téléphone, qui est en lien avec ses copains, ses copines, et pas du tout dans la vie de famille, ou à ce qu'il a à faire au collège, au lycée, etc. Et puis, il peut y avoir des tensions. Et le truc, c'est déjà de ne pas se laisser embarquer dans nos peurs. Je vais me mettre du côté du parent, parce que je suis plutôt à l'âge parent. Les peurs qu'il peut y avoir qui font que du coup, on va mettre la pression à l'ado, je vais me mettre en colère, je ne vais pas supporter son apathie, etc. Et en fait, ce qu'il y a derrière ces deux choses, il y a déjà l'idée de je réagis par quoi? Qu'est-ce qui me fait réagir? C'est ma peur ou c'est mon amour? On peut dire c'est lié, je l'aime donc j'ai peur pour lui. Et en fait, ce serait le fait de se dire je l'aime et j'ai confiance en lui. Et donc du coup, quelle va être ma réaction? Si c'est une réaction de peur, eh bien, elle va prendre une forme qui va être la colère. Je vais lui hurler dessus ce qu'il faudrait qu'il fasse ou comment il faudrait qu'il me parle, ou etc. Et en fait, je vais le fermer. Et moi, si je suis dans cette colère-là, elle est régie par la peur derrière. C'est-à-dire, derrière la colère, il y a de la peur. Et j'ai peur quoi? J'ai peur qu'il s'en sorte pas. J'ai peur qu'il réussisse pas. J'ai peur qu'il ait de mauvaises fréquentations. C'est ces peurs-là qui sont là. Alors évidemment, elles sont nourries par l'amour, parce que j'ai envie du meilleur pour lui. C'est cette bienveillance-là. Dans bienveillance, il y a bienveillance. C'est vouloir le bien pour la personne. C'est ça. Et donc, c'est veiller au bien et vouloir le bien pour la personne. Mais ce qui est terrible, et ce que dit la CNV, c'est qu'on fait ça d'une manière dramatique. On va vouloir que la personne se développe ou fasse ce qui est bien pour elle, mais on va le faire d'une manière dramatique, et en fait, on va rajouter de la fermeture parce qu'on est nourri par la peur. Et la première chose, c'est se dire quelle est la réaction de l'amour, ou quelle est la réaction positive. Voilà, trouver un mot qui vous va bien pour pouvoir dire, et si je suis
dans l'amour, quelle est ma réaction? Si je suis dans la confiance, quelle est ma réaction? Bon. Donc déjà, première chose, c'est faire la chose pour soi-même, se dire de quoi j'ai peur, quel est mon besoin par rapport à mon enfant. Pour ensuite pouvoir l'aborder sans le juger, sans le charger de toutes mes peurs, parce que c'est ça qui va être terrible pour lui, parce que lui il ne va pas avoir d'autre choix que de se fermer. Et soit il se ferme en disant rien et du coup il fait tout par derrière, soit il se ferme en partant en live et du coup il y a conflit. Et moi je crois qu'il faut parler du processus, tu vois, en famille, et de dire ben voilà, là on est à un point où on s'entend pas, où on se parle mal et c'est pas bon pour notre relation et pour l'ambiance de la famille. Et ben faisons le processus. Et le processus au SBD, c'est une proposition, moi je le fais faire en cabinet, je le fais en famille, je le fais dans les entreprises. C'est vraiment de dire, ok, il y en a un qui parle et l'autre écoute sans rien dire. C'est quoi l'effet? Je sais pas, l'effet c'est, tu as ramené 0, 3 fois 0. Donc, tu as ramené des mauvaises notes. Là, il y a tout un train de mauvaises notes. Ok. C'est ça l'effet. Ok. Comment je me sens avec ça? Alors, je vais commencer moi en tant que maman. Et là, je vais dire, moi, je suis en colère. Je suis en colère parce que je considère que tu n'as pas assez bossé. Ça s'appelle le théâtre mental. C'est un fait aussi. Le fait, c'est pas qu'il n'a pas assez bossé. Le fait, c'est que moi, c'est ça que je me suis dit. Donc, mon théâtre mental, ce que je me raconte, je peux le poser, mais pas comme étant la vérité, comme étant ce que je me suis dit, moi. Donc, moi, je me suis dit que tu n'as pas assez bossé et je suis en colère parce que je considère que tu devrais bosser. Et puis, je ressens aussi de la peur parce que je me raconte que tu vas redoubler, comme on ne redouble plus, que tu vas être orienté et que tu n'auras pas la vie que tu pourrais avoir. Quel est mon besoin? Si je dis, mon besoin, c'est que tu bosses, ça, c'est une exigence, c'est pas un besoin. Et donc, il faut un truc pour aider à identifier quel est le besoin, vraiment, c'est de s'interdire de dire j'ai besoin que tu, mais c'est j'ai besoin de. Et là, je me dis j'ai besoin de confiance, ou j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de dialogue, j'ai besoin qu'on reste en lien tous les deux. C'est ça. Et c'est pas j'ai besoin que tu me parles bien ou que tu te mettes à bosser ou que tu machin. Parce que là, c'est je veux, et là, je suis dans l'exigence qui n'est pas mon besoin et qui n'est même pas encore une demande. Et donc ensuite, je vais formuler une demande. Et la demande, ça va être quelque chose qui va être négociable. Donc, compte tenu de tout ça, moi, ma demande est que, je sais pas, on regarde ensemble tes devoirs. Où on regarde ensemble sur les plateformes l'évolution des notes, où on fasse le point, et qu'on propose une stratégie qui va pouvoir être ouverte à l'autre. Et l'autre va pouvoir entrer dedans sans se sentir jugé, contraint, condamné, etc. Et ensuite, vas-y, non, je te laisse passer. Et ensuite, on fait faire le processus à notre adolescent. Qui va, et donc là, il faut aussi ne pas lui couper la parole. Alors, il faut faire le processus inverse. Ouais. Voilà, c'est ça. Le processus inverse. Et donc lui dire, et toi, qu'est-ce que tu observes? J'observe que tu entres dans ma chambre en hurlant. Ou j'observe que je suis à peine arrivée, que tu me prends mon carnet pour vérifier que je ne suis pas collée. Ok, donc il faut se prendre ça. Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens, j'imagine, en colère ou des choses comme ça. Donc, travailler là-dessus, entendre ça, c'est pas évident. De quoi j'ai besoin? De confiance, que tu me fasses confiance. Et donc, l'ado va demander aussi autre chose. Ou j'ai besoin de sécurité parce que j'ai besoin d'être sûre que tu m'aimes toujours, même si j'ai des mauvaises notes. C'est ce dialogue-là qui doit pouvoir se mettre en place. Selon l'état des relations dans la famille et selon aussi le sujet sur lequel on travaille, c'est des processus que l'on peut faire entre soi. Et parfois, il faut un médiateur. Il faut aller voir quelqu'un qui va aider à faire ce processus. Parce que
Évidemment, dans une famille, il y a une charge émotionnelle qui est très forte. On est engagé dans une relation les uns avec les autres qui fait que parfois on n'a pas les moyens émotionnels d'avoir cette sagesse que propose le chemin de la CNV. C'est ça. Et en plus, donc, dans ce que je retiens, c'est que le tu, il ne faut pas l'utiliser. Le tu, à la fois quand on parle des sentiments, parce que ça, c'est aussi une difficulté de dire c'est à cause de toi que je suis en colère, finalement. Ça revient à ça. C'est toi qui me mets en colère, mais en fait, il ne faut pas utiliser ce toi. Non, ouais, tout à fait. C'est vraiment de dire quand tu fais ça, je suis en colère. Mais déjà, distinguer l'action de la personne. Ensuite, donc quand tu fais ça, je suis en colère. Et il y a aussi un grand mythe à défaire, c'est personne n'a le pouvoir de faire que l'autre se sent bien ou se sent mal. C'est moi qui, par rapport à ce qui se fait, ce qui est fait, je me sens bien ou je me sens mal. Mais c'est pas de la faute de l'autre. C'est pas la responsabilité de l'autre de faire que je suis mal. Et donc, je parle depuis ma fenêtre. Je vois ça. Donc, j'ai telle émotion parce que j'ai tel besoin. Et ça m'appartient. Et donc, j'accepte que pour l'autre, ce soit pareil. Que quand il voit ce que je dis ou ce que je fais, eh ben, peut-être ça lui procure telle émotion parce que peut-être ça lui fait voir que tel besoin n'est pas nourri chez lui. Et c'est sa responsabilité. C'est ça. Voilà. Je vois. Et donc, il faut être autonome par rapport à ça, chacun. Il faut être autonome et responsable, mais aussi être conscient que peut-être je peux être ce qu'on appelle un stimuli pour l'autre. Du coup, je peux stimuler l'autre dans ce que je fais et ce que je dis. Ça peut provoquer chez lui des choses. Et donc, j'ai cette responsabilité-là, mais pas cette culpabilité. Donc, Anne-Laure, on a évoqué tout de suite les émotions que nous procurent ou qui sont créées, qui sont provoquées par l'autre, parce que finalement c'est ça, quand il y a un comportement inadéquat de la personne avec qui on est en contact, que ce soit au travail ou à la maison ou dans son couple, eh bien ça provoque chez nous une émotion. La difficulté est de l'exprimer en termes d'auto-émotion, d'auto-responsabilité, de ne pas accuser l'autre d'être responsable de cette émotion. Mais c'est très difficile de faire ça. C'est très difficile, comme je disais avant la chanson. Parfois, on n'a pas les moyens émotionnels de pouvoir avoir cette sagesse-là. Et plus on la pratique, d'un côté, plus il y a des choses qui deviennent automatiques. Quand on étudie la CNV, on peut se dire oh, c'est laborieux, c'est un peu compliqué. Puis au début, c'est pas très naturel. Je crois que l'important, c'est d'intégrer ce truc-là, de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que cette émotion vient me dire comme message? Et ce qu'on dit toujours, du coup, c'est... Du coup, si l'autre personne a stimulé chez moi ce message-là, eh bien, je vais pas tuer le messager. Donc, je vais pas l'agresser. Or, des fois, on n'a juste pas les moyens. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est le dire. Alors, en entreprise, par exemple, dans le coaching, moi, je recommande souvent aux personnes que j'accompagne quand vous ressentez ça, que du coup, vous avez envie de mordre, voilà, prenez un temps, une respiration, ou même coupez et dites on en reparle demain, ou même allez vous prendre l'air un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir faire redescendre la charge émotionnelle. Et déjà, l'émotion, elle vient, et c'est une circulation dans le corps d'énergie plutôt désagréable. Déjà, laissez faire ça. Ne pas crisper cette énergie. La laisser nous traverser et repartir. Et ensuite se dire, OK, un messager vient de m'envoyer un message et ça me fait cette émotion-là. Quel est le message? Quel est le besoin? Ah, OK, cette situation-là, elle m'est insupportable parce que c'est par exemple, c'est quelque chose que je trouve profondément injuste et moi, j'ai un besoin de justice très fort. Et là, en ce moment, parce qu'on peut se dire, on a tous besoin de justice. Oui, mais il y a des moments de notre vie où on a plus besoin de ceci ou besoin de cela. Ce qu'on dit des besoins, les besoins sont universels.
Donc, on a tous besoin, par exemple, les besoins fondamentaux, hein, de boire, de manger, de dormir. Et on va avoir des besoins d'amour, des besoins de confiance, de partage, des besoins de réalisation, des besoins de justice, des besoins de liberté. On a tous ces besoins-là. Mais dans certains moments de notre vie, ils sont plus ou moins nourris. Et des fois, c'est un peu les imaginer comme des bols, en fait, et des bols plus ou moins remplis. Mais quand le bol, par exemple, le bol de la justice est un peu vide, et ben si la personne là en face de moi vient de faire un truc qui fait que du coup ça a fini de vider le bol, et ben c'est là où moi je peux être capable de sortir de l'agressivité. D'habitude, on parle de la goutte qui fait déborder le vase. Et ben, Toi, ouais. tu enlèves Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est le processus inverse. Exactement. Et donc, du coup c'est ne pas se laisser embarquer là-dedans et à un moment se dire, ben, là, le processus OSBD, j'ai pas les moyens. Et prendre soin de soi, c'est aussi être dans ce qu'on appelle l'auto-empathie, se dire, non, là, j'ai pas les moyens, c'est trop douloureux pour moi, ça vient taper un truc trop fort pour moi, et là, je prends un temps pour moi, avant de pouvoir m'ouvrir à l'autre. C'est important de commencer par soi. Oui, bien sûr. Bah, des fois, il faut aussi laisser passer la nuit, que tout se calme et que le cerveau mette un peu en place tout ce qu'il faut placer pour apaiser cette colère et pouvoir redémarrer la relation sur une base non émotionnelle, en fait. Oui. C'est ça le truc. Oui, c'est ça le truc pour prendre pour prendre ce qui est de soi et ensuite pouvoir agir sur les faits, décharger de ça. Par exemple, on était sur un exemple d'adolescent, mais je vais reprendre l'exemple d'un adolescent qui vient je sais pas, vider le porte-monnaie de sa mère, par exemple. C'est des choses qui arrivent. Oui. Déjà, si moi je réagis tout de suite en hurlant et je le traite de voleur, etc., que je suis très déçue, très en colère, ça va servir à rien que d'abîmer notre relation. Et donc, c'est peut-être j'ai besoin de temps pour me dire qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Déjà, et je décolle l'action de l'être. Ça, c'est important, par exemple. Absolument. C'est se dire, c'est pas parce que la personne, donc mon gamin m'a volé que c'est un voleur. Déjà, non. Par contre, il m'a volé. Le fait, c'est ça. Tout à fait. Et déjà, je l'identifie pas à ce qu'il a fait. Ça, c'est un premier truc. Ensuite, c'est qu'est-ce que ça me fait, moi. La colère, la déception, enfin, toutes ces choses-là. Et la déception parce que j'ai des attentes et peut-être de la confiance, ou bien que je voudrais que mon enfant soit quelqu'un de bien, d'honnête. J'ai besoin d'honnêteté, de confiance, je ne sais pas. Mais déjà, je vais voir. Et pourquoi est-ce que moi, j'ai ce besoin d'honnêteté qui soit là, ou de confiance qui soit là? Et pourquoi est-ce que là, en ce moment, il n'est pas nourri? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment qui fait que là, je pète un câble un peu plus que d'autres sur ce sujet-là? Et là, travail, introspection, ma vie, mon œuvre, mes problèmes, etc. Qui fait que du coup, je m'apaise. Et quand je reviens voir mon enfant, je vais pouvoir lui dire ça, non, parce que ça se fait pas, sanction, machin, mais décharger de tout ce que ça a pu me faire voyager dans mon histoire, ou dans mes émotions, ou dans mes peurs, ou dans mes projections, etc. C'est ça le nettoyage qu'il faut faire en soi, qui est de l'auto-empathie, parce qu'en même temps, la part de moi qui est furax, quoi. Qui est furax, ou qui est déçue, ou qui est triste, ou qui est tout ça, elle existe aussi. Et j'ai pas non plus... Je dois prendre soin d'elle aussi, parce que c'est une part de moi qui est en souffrance. Je commence par prendre soin de moi. Et déjà, c'est un enseignement, ça. C'est pas de l'égoïsme. Hein, je prends soin de moi d'abord, parce que c'est en ayant de l'amour pour moi, de la compassion pour moi, de l'attention pour moi, que je vais pouvoir être dans quelque chose de juste par rapport à l'autre. Et donc, je vais pouvoir parler depuis ma fenêtre, me dire, je suis à cet endroit-là, à ce moment-là, et je le sais, et j'en prends soin. Ce qui fait que du coup, on va pouvoir maintenant parler des choses. Qu'est-ce qui fait que tu m'as piqué? Et puis se dire que non, c'est pas possible, et que donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? C'est ça, mais ça demande une certaine clairvoyance, une certaine clarté intérieure, un point sur soi aussi, qui n'est pas donné à tout le monde, parce que malheureusement, peu de gens rentrent dans ce travail sur eux-mêmes. Peu de gens font du développement personnel, ça devient de plus en plus populaire, c'est vrai,
Et nous, on est axé sur ça en tant que coach et thérapeute. Mais dans la moyenne des gens, qui réfléchit à sa mission de vie, qui réfléchit à faire le point sur ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, il y en a peu. Alors, il y en a peu, mais comme tu dis, Shlomi, c'est de plus en plus. Il y a quand même un mouvement d'éveil des consciences. C'est sûr. Voilà. Heureusement, oui. On y contribue, et puis ce genre d'émission que tu fais, y contribue. Donc, il y a des bouquins, il y a des podcasts, il y a plein de choses qui permettent de se dire, est-ce que je peux est-ce que je peux me développer? C'est-à-dire, est-ce que je suis condamnée à être ce que je suis depuis le début, ou est-ce que je peux changer, me transformer? En fait, éclore. C'est pas forcément changer, c'est éclore vraiment au meilleur de moi-même. Ça, déjà, voilà, il y a ça. Ensuite, comme tu dis, il y a des gens qui sont pas encore conscients de ça. Et même moi, je les entends, qui peuvent me dire, oui, Anne-Laure, voilà, bienveillance égale bisounours. Oui, tu es perché sur ta planète. Tu n'es pas dans le vrai monde, etc. Donc, de leur dire, déjà si, parce qu'on a tous nos blessures et nos problématiques. Mais aussi, ce que je mets dans le deuxième livre là, sur la bienveillance, c'est que justement, au contraire, ça n'est pas être bisounours. Parce qu'il faut du courage pour aller se dire, qu'est-ce qui se passe chez moi qui fait que je suis dans cet état-là? Il faut du courage pour se dire, au-delà de ce qu'a fait la personne que je condamne, par exemple, si je reste sur le vol, je condamne l'action, je condamne pas la personne. Et je continue à me dire que c'est une bonne personne qui va pouvoir faire quelque chose, sauf si je la condamne, c'est-à-dire sauf si je lui jette un sort. Et c'est justement se dire, non, je vais pas être la sorcière qui jette un sort en condamnant la personne. Je vais condamner l'acte, mais je vais continuer à avoir confiance en cette personne. Il faut du courage pour ça. Tout à fait. Et en fait, c'est beaucoup plus facile que de lui tirer. C'est beaucoup plus facile de lui tirer à vue et de laisser tous les jugements, toute la condamnation, tout ça, c'est plus facile en fait à sortir. Et il faut beaucoup plus de courage d'être quelqu'un de bienveillant. Que de quelqu'un qui va être pas malveillant, mais qui va laisser exprimer ses jugements, etc. Moi, je crois que c'est plus difficile, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça me rappelle une anecdote qui est rapportée par le Talmud, où il y avait quelqu'un qui avait des voisins exécrables, très, très mauvais voisins, des voisins nocifs. Et il a commencé à prier pour que ses voisins meurent. Et sa femme lui a dit, mais pourquoi tu pries pour qu'ils meurent? Prie pour qu'ils changent leurs actions. En fait, c'est pas la personne qu'il faut, ce sont ses actions qui doivent changer, et puis c'est ce qui s'est passé. Et donc ça revient exactement à ce que tu dis, c'est les actes de la personne que l'on va devoir examiner pour les changer, et on va espérer que le fond de cette personne est bon pour pouvoir lui permettre de changer les actes, en fait, ses actions. Mais oui. Tu vois, dans mes activités de coaching, je reçois parfois des managers ou des dirigeants qui viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes de relations, et notamment des fois parce qu'il y a des risques psychosociaux. Et donc les risques psychosociaux, ça veut dire qu'il y a des relations toxiques, en fait, de persécuteurs et de victimes. De harcèlement, etc. Ouais. Et dans les cabinets de coaching ou de thérapie, on ne reçoit pas que les victimes. Et là, moi, j'ai en tête quelques personnes que j'ai pu accompagner qui étaient plutôt du côté des persécuteurs. Et voilà, si je me laissais les juger en me disant, mais quand ils disent ceci, quand ils font cela, ils font tellement de mal, ça sert à rien. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont arrivés à dire ceci ou faire cela? Quel est le niveau de stress, de souffrance, d'incompréhension? Et donc, en fait, c'est comment les accompagner pour avoir de la conscience. Mettre de la conscience sur, en fait, l'impact qu'ils ont quand ils laissent exprimer telle part d'eux-mêmes. Et telle part d'eux-mêmes, pourquoi elle s'exprime? C'est quoi les besoins derrière? C'est toujours la question de ça, des besoins derrière. C'est ça. Donc le besoin vient toujours, plutôt la frustration, la colère, l'émotion vient toujours en réponse à un besoin non assouvi. Exactement. Non répondu. Exactement. Parce que c'est aussi la question du stress, il y a un déséquilibre entre ce que je reçois de l'environnement et mes ressources internes. Et mes ressources internes, c'est justement mon énergie interne et qui va être donc mes ressources. Et si elles sont pas activées, c'est parce que j'ai les batteries à plat et qui sont mes besoins qui sont
de vitalité, par exemple, de repos, de force, etc., qui sont plus là. Et donc du coup, l'idée, c'est de ne pas juger la personne, mais c'est par contre de travailler sur les actions, les paroles, etc., pour qu'elles soient OK et que l'impact soit positif. Sinon, c'est l'escalade et on va jusqu'à loin. Ouais. On parle aussi beaucoup de confiance en soi dans ce cas-là, parce que quand on n'est pas en confiance, alors on est aussi dans l'agression. Oui. Et on répond agressivement pour se montrer plus fort. Plus fort, exactement. Et là, il faut dégonfler ça. C'est ça. Et c'est un travail sur soi, parce que à accompagner, à faire soi-même ou à accompagner, parce que il faut pouvoir tenir debout à l'intérieur. Tenir debout à l'intérieur, c'est quelque chose qui est important, et avoir confiance en ses capacités, confiance en la vie, confiance en l'avenir et confiance en l'autre. C'est une ouverture comme ça qui est liée à un besoin de sécurité. C'est ça. Et donc, en fait, puisqu'on arrive petit à petit à la fin de l'émission, si on peut donner un conseil, des exercices à faire aux auditeurs qui nous écoutent et qui disent moi, je rentre dans cette spirale d'incontrôle de mes émotions, je n'arrive pas à me contrôler, que ce soit dans la tristesse, la colère, parce qu'on parle surtout de ça, parce qu'on est dans la communication non violente, donc on rentre dans cette violence. Pour éviter de faire ça au début, qu'est-ce que toi, tu conseillerais ? De parler depuis sa fenêtre, dire de ne pas se juger, de ne pas juger l'autre. C'est pas évident, mais c'est très important. Et donc de se demander qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Qu'est-ce qui m'arrive là ? Et donc quels sont mes besoins, etc. Et d'être dans ce travail d'introspection. Si vous avez trop de blessures du passé, il faut en passer par une thérapie. Je pense que c'est important. Ouais, c'est très important. Et au bout d'un moment, quand on tient suffisamment debout tout seul, alors on peut faire ce travail de développement personnel. Ensuite, c'est toujours sympa, les stages, les ateliers, moi j'adore. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut aussi s'aider soi-même. C'est ça, pour pouvoir se gérer soi-même, parce qu'on pense avoir raison, on pense que l'autre doit se taire devant nos exigences, et c'est pas du tout évident. Quel exercice tu pourrais recommander aux personnes qui nous écoutent, un exercice pratique qu'ils pourraient faire chez eux à la maison maintenant? Je pense que c'est noter le journaling, vraiment noter vos pensées, vos jugements sur telle situation. Listez-les. Et puis, quand il vous arrive quelque chose, faites le processus OSBD, c'est-à-dire noter quelles sont les émotions et noter quels sont les besoins derrière, et regardez ça. Et ensuite, comment vous pouvez nourrir ces besoins, comment vous pouvez les nourrir. Et sans que ça pèse sur l'autre. Ça, c'est important. On parlait de la famille. Par exemple, dans un couple, c'est important ça d'être chacun autonome. Bien sûr. Et pas faire peser sur l'autre le fait que tu combles tous mes besoins. Mais si t'es plus là, je tiens pas debout. C'est pas. Ouais, il faut être autonome. C'est l'indépendance affective. Il faut rentrer là-dedans. En tout cas, Anne-Laure, moi, je vais conseiller à nos auditeurs aussi autre chose. C'est d'acheter tes petits livres. Ce sont des tout petits livres qui coûtent 3,95 € sur la communication non violente, les 50 règles de la communication non violente, les 50 règles de la bienveillance. C'est tout petit, ça se met dans une toute petite poche et ça peut être lu très rapidement. C'est extrêmement efficace. Je les utilise tous les jours. Je t'en remercie d'ailleurs de cet apport-là. Où est-ce qu'on peut te contacter, te retrouver ? Alors déjà, merci pour les livres. Et c'est vrai que dedans, il y a des petits exercices, donc vous trouverez plein de petites ressources. Et où est-ce qu'on peut me contacter ? Moi, j'ai un cabinet à Paris, à Porte d'Auteuil. Je donne mon numéro ? Ou bien sur ton site web ? Sur mon site web, voilà. On tape ton nom j'ai un site web qui s'appelle aurum-coaching.com. Donc aurum, AURUM, -coaching.com. Aurum, c'est l'or et l'aurore. Et donc, j'aime bien l'idée que ce soit l'aurore, c'est le début. Et l'or, c'est que chacun va trouver son propre trésor, le trésor qu'il est lui-même. C'est cette croyance-là qu'il y a derrière. Bientôt, il y aura un site annelaurebozeli.com parce que je suis en train de changer, mais avec plaisir.
Avec plaisir. Voilà. Eh bien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Shlomi, c'était très intéressant. Et pareillement, je remercie également Philippe à la technique, comme Merci, d'habitude. Très bonne émission. Et je rappelle aux auditeurs que notre émission a lieu tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois, que je suis joignable aussi sur Doctolib à Paris et à Enghien-les-Bains. Merci beaucoup.